Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. On a sorti la tenue de gala, le petit t-shirt de la Roma, parce que oui, vous ne rêvez pas, les immenses Giallo Rossi sont de retour en Ligue des Champions après de nombreuses années d'absence. On a eu le verdict dans différents championnats européens, la Serie A. Comme et la Roma vont en Ligue des Champions, le Milan et la Juve tombent en Europa League. Et sincèrement, il y a un mois, c'était pas le scénario qui était attendu, mais en même temps, c'est de belles histoires parce que moi, vous connaissez mon affection pour la Roma. Je suis content pour le Gasperini, pour la deuxième partie de saison de Nel Malen, pour Manu Koné également. Voilà, des joueurs comme Soulé, Svilar, excellent gardien, Ndika, et évidemment, pourquoi pas un Dybala qui a quand même fait des derniers matchs ces derniers jours qui étaient quand même assez resplendissants. Et non, c'est bien parce qu'en plus ça va permettre à l'équipe de faire un peu plus de mercato et la Roma qui se structure, ça me fait plaisir. Et comme c'est vrai que on peut pas parler de petits poussés parce qu'ils ont dépensé quand même plus de 100 millions d'euros sur le mercato, ils ont le propriétaire le plus riche d'Italie. Mais ce qui est ouf, c'est que moi je m'attendais à ce que qui était, on le rappelle, promu la saison dernière, soit plutôt une équipe, tu vois, qui va jouer l'Europa ou la Conférence, et finalement c'est directement en Ligue des Champions. Donc peut-être que le club grandit trop vite, ça on le verra la saison prochaine s'il se ramasse en LDC. Après voilà, il y a des équipes qui sont passées à côté, comme Gérone, voilà, même Villarreal, tout ça. Mais c'est vrai que pour ça donne quand même une stature supplémentaire à Fabregas qui avait récupéré cette équipe voilà, en devenant entraîneur principal en deuxième division. Et pour le coup, on sait que c'est un coach qui est très courtisé. Pour moi, à City, après Guardiola, ce sera plutôt Maresca, mais je n'exclus pas le gros coup, tu vois, Fabregas, qui pourrait, pourquoi pas, arriver, débarquer là-bas, un autre fils spirituel de Pep. Mais c'est vrai que en plus, ouais, dans le chat, vous avez raison de citer des gars comme Luca D'Acunha. On a évidemment Maxence Cacré qui a un peu moins joué qu'un D'Acunha par exemple, mais on a Nico Paz, tu vois, qui va retourner au Real. J'aimerais bien, tu vois, pour le petit truc, parce qu'au Real, il y a toujours l'embouteillage, que Nico Paz, il fasse encore une année là-bas et qu'il s'éclate en LDC, Douvikas, l'attaquant grec, Jean Butez, le gardien français, Perronnet, le milieu argentin, Diao, Hassan Diao, comment on pourrait dire, la flèche supersonique sénégalaise. Non, ils ont un effectif qui était quand même sympa, et je me dis que la LDC, plus le club qui va continuer de grandir, va peut-être falloir régler la question du stade. Je sais pas si certains sont allés faire un petit tour là-bas dans cette très très belle région du lac de Côme, et son stade qui, bon, c'est pas forcément un stade d'un standard Ligue des Champions. D'ailleurs, je crois qu'ils ont, dès que le club était européen sûr, ils ont activé des travaux. Maintenant, avec la LDC, est-ce qu'ils vont pas devoir aller jouer à Bergame par exemple? Je sais pas. En tout cas, c'est un bon point à surveiller de près. Mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même une des histoires, une des sensations de la saison. Certains le disent également, c'est Sunderland. Sunderland promu en Première Ligue. Alors là, pareil, c'est un club qui a dépensé plus de 100 millions d'euros. Mais vous le savez, désormais en Première Ligue, tu as une immense mêlée générale à ce niveau entre toutes les équipes, et ils ont su se sortir tu vois, du lot. Et enfin, moi je suis hyper content pour un Régis Lebris, parce que quand t'es un coach français à l'étranger, c'est souvent très rude, à moins d'être un Zidane. Mais Zidane, c'est pas juste un coach français, c'est une supernova, c'est une autre personnalité à ce niveau-là. Comme du côté du Mapei Stadium de Sassuolo, c'est vrai que ça peut être le cas, parce que comme Bergame va jouer normalement en Conference League, ça permettrait d'avoir peut-être un stade libre la semaine. Ouais, Wenger, non mais je parlais vraiment des coachs français, on va dire récents, tu vois. Et encore Zidane, c'est vrai que mine de rien, ça commence à faire un petit moment. Et du coup, on souffre de comparaison par rapport aux Espagnols, aux Portugais, aux Allemands, même parfois les Italiens. Et le Brice qui fait ce parcours, qui termine 7ème de Première Ligue, qui tape Chelsea aller et retour en championnat. Et ce que j'aime avec cette équipe, c'est que tu as à la fois le taulier, le joueur absolu, Granit Xhaka. Et je vous avais déjà dit ça, je crois, au cours, je sais plus si c'était dans Hors-jeu ou ici. J'aime bien, tu sais, les interviews des fois de supporters qui tombent sur TikTok, et la question c'était devant le Stadium of Lights, voilà, quelle est pour vous la place de Granit Xhaka maintenant qu'il a rejoint cette équipe? Et il y en a qui disaient, mais franchement, je suis cette équipe depuis 40-50 ans, c'est le meilleur joueur que j'ai vu là-bas, c'est le meilleur joueur de l'histoire des Black Cats.
intrinsèquement, c'est le plus fort. Et je me dis, bah, c'est quand même beau, tu vois, pour un Xhaka qui, du coup, est passé de Leverkusen, un club européen, à Sunderland promu en PL, avec le risque, comme beaucoup de promus ces derniers temps en PL, de retomber, même si on a pu voir que Leeds et Sunderland se sont sauvés. Et ouais, l'an prochain, Sunderland sera en Europa League. Et je sais pas, Sunderland en C3, ça sonne particulièrement. Et d'ailleurs, l'an prochain, on ira voir ensuite, hein, on l'a déjà fait, la répartition selon les compétitions. Mais l'Europa League de l'an prochain, je pense que ça va être un tournoi où il y aura beaucoup plus de lumière par rapport à cette saison. Même si je trouvais que cette saison, tu as eu son lot de surprises. Après, Aston Villa était au-dessus du lot. Mais quand tu prends en Italie Juve, Milan, en Allemagne, tu vas avoir Stuttgart. Non, Stuttgart est en LDC, donc ça va être Hoffenheim, Leverkusen. En Angleterre, ça va être Bournemouth. Tu vas avoir du coup Sunderland, Brighton, ils vont en conférence. Les Espagnols, je crois qu'ils envoient le Celta Vigo et la Real Sociedad. Tu vas avoir Marseille et Rennes pour la Ligue 1. En vrai, l'Europa League, l'an prochain, elle aura vraiment des airs de vraies belles compétitions. Si tout le monde joue le jeu, on peut avoir vraiment des jeudis soirs endiablés comme on les aime. Et Benfica, ah oui, c'est vrai que, en fait, ce qui est bien, c'est que je me suis dit, bon, débrief dimanche soir, c'est pas la Ligue 1, peut-être que je vais être un peu moins bavard. Et il y a tellement de choses à évoquer que il y a quand même quelqu'un qui me l'a rappelé. On a cette histoire fabuleuse au Portugal. Le SCU Torrense qui a remporté la Coupe du Portugal en finale en battant le Sporting en prolongation, avec au passage un but de Kevin Zoe, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, également passé par Sochaux. Et le capitaine de cette équipe, qui s'appelle Stopira, évidemment le daron devait être fan de l'immense Yannick Stopira, a transformé le penalty de la victoire en prolongation, je crois à la 112e. Et c'est un joueur qui va faire la Coupe du Monde avec le Cap-Vert à 38 ans. C'est le premier mondialiste appelé à Torrense. Donc déjà, ils avaient eu de belles scènes dans le vestiaire. Et on a un club de deuxième division. On se posait la question, genre, est-ce que c'est déjà arrivé et tout? Ça pouvait arriver peut-être à Nice, qui finalement a perdu en finale la Coupe de France. Alors, ce club Torrense est en barrage d'accession pour revenir en première division portugaise. J'ai checké les stats tout à l'heure. Ils n'ont pas été dans l'élite du foot portugais depuis 92. J'ai l'impression qu'ils peuvent vivre les 7 jours les plus beaux de leur vie, mais c'est même pas de leur vie, c'est du millénaire, du siècle de Torrense, quoi. Parce que si tu gagnes ton premier titre majeur avec cette Coupe du Portugal, tu montes en première division, et en plus, tu joues l'Europa League, après tu es sûr de jouer l'Europa League, et je le précise, victoire de la Coupe du Portugal, c'est phase de Ligue directe, c'est pas de tour de qualification, et il y a des gens qui l'ont dit dans le chat, et là c'est fabuleux, normalement le club portugais qui devait, tu vois, se qualifier direct en Europa, c'était Benfica. Benfica qui a quand même terminé le championnat invaincu, mais qui a fini 3ème avec pas mal de matchs nuls. Dites-vous bien que Benfica, avec cette histoire de Torrense qui gagne la Coupe du Portugal, va devoir jouer, non pas un, non pas deux, mais 3 tours de qualification pour aller, même pas en Ligue des Champions, mais en phase de Ligue de l'Europa. Je pense que tu dois avoir tellement la flemme de t'imposer 6 matchs au cours de l'été. En plus, Benfica, ils ont pas mal de mondialistes et tout. Je pense que ça pue le traquenard. Et la défaite contre l'Hajduk Split le 25 juillet, quand t'es pas encore réveillé. Et comme quoi, la défaite du Sporting cause le malheur de l'autre équipe lisboète. Mais vous avez raison de le souligner. On a aussi en Espagne, on va parler de quelques clubs emblématiques. Le Deportivo La Corogne, quand même, qui revient en première division espagnole. Je crois qu'ils n'étaient pas en Liga depuis 2020. Et La Corogne, pas besoin de vous le dire ici, les pipionneurs. Je pense que si on doit faire le Mont Rushmore des clubs qui nous correspondent le plus, les enfants des années fin 90, début 2000, je pense que le Déport, il est bien là-dedans. Hein. Il a le logo qui est bien incrusté dans la roche, ça fait plaisir. Et certains l'ont dit également, en finale des playoffs de Ligue 1, Bolton s'est imposé contre Stockport, donc Bolton Wanderers, et ça aussi, ça sonne bien à l'ancienne, hein, le Bolton qui va du coup s'offrir un retour en D2, un club qui a vraiment bien chuté. Ça, c'est
c'est clair. Et non, c'est une très bonne nouvelle. Et on avait déjà Santander qui est revenu en Liga. Par contre, c'est Saragosse. Je crois que Saragosse, il quitte comment ça s'appelle, le monde professionnel après 75-76 ans. Première et deuxième division. Donc pareil, Saragosse, c'est en dessous du Déport dans notre catégorie des clubs, on va dire, emblématiques, légendaires de l'enfance. Mais ouais, Saragosse, c'est quand même Diego Milito, tu vois. C'est aussi son frère Gabriel. Il y a eu des beaux petits joueurs comme D'Alessandro et tout. Donc ça fait un petit peu de peine de les voir comme ça. Mais non, c'est une fin de saison qui est très riche. Franchement, je me rends compte, il se passe tellement de choses à l'étranger parce que déjà, la Ligue 1, on a, on a notre petit lot d'événements à raconter avec aussi les barrages, tout ça. Non, mais vous en faites pas, on va y venir sur le reste avec le barrage de Luis Castro, tout ça, qui finalement, contrairement à ce que disait un certain Valdemar K, il n'a pas fait descendre deux clubs dans la même saison, la même année, et il a réussi quelque chose de très fort avec les Vantés, qui était à 2 victoires en 16 journées, qui était un peu au fond du trou, comme Oviedo. Et finalement, il a su, tu vois, les remobiliser, leur faire obtenir des victoires importantes. Je crois que sur la deuxième partie de saison, c'est une des meilleures équipes. Donc très clairement, le Levante, il est vraiment superbe. Donc moi, ça me fait trop plaisir pour un coach comme ça, qui a prouvé à Dunkerque. Nantes, c'était une bonne idée, mais Kita qui décide de couper les têtes au mauvais moment. Finalement, la fin d'aventure s'est prononcée. Mais désormais, voilà, Nantes est en Ligue 2 et Castro a prouvé que c'était un coach qui pouvait être dans un top 5 européen. Donc ça, pour le coup, ça fait quand même la petite différence. J'espère que vous allez bien sur le chat avec les fidèles qui sont présents. On a aussi Ninor et Wolf qui ont lâché leurs petits abonnements, donc merci beaucoup les rois. Je salue Mbaku, Ikea, Dark Eagle, Lucas, Aziosé, le God des Francs, le bon vieux Keys, Yas, Steak Patate, Maurice Pastis, que j'espère comme d'habitude que vous avez passé un bon week-end. Et j'ai pas encore évoqué le plus important. On vient de vivre un petit Eleven All-Star. C'est vrai que c'était un week-end assez riche, parce qu'il y avait déjà le Crunch Creator à Bordeaux pour le rugby, un France-Angleterre en Ovalie, et ensuite c'était pour le foot avec le retour de ce match. Et sincèrement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'étais sur un peu, j'alternais Serie A, ça, à un moment donné j'avais le double écran. Et franchement, je pense que c'était le meilleur Eleven All-Star. D'un point de vue peut-être du jeu, ouais, c'est vrai qu'il y avait des actions qui étaient un peu plus construites, mais même de l'ambiance. J'ai pas envie de tomber dans l'Espagne bashing, mais franchement, il y avait un truc toxique dans ces matchs avec les Espagnols. On s'en souvient du deuxième au Wanda Metropolitano, où ça avait été vraiment pourri par les supporters, par des actes racistes. C'était un peu n'importe quoi. Et là, sincèrement, je vous avoue que quand t'as l'autre équipe en face qui est là pour le divertissement, pour jouer, pour se faire plaisir, ok, on se fait battre, mais on a passé un bon moment. De suite, je trouve que l'événement, il a une autre saveur. Après, bon, il y a le show de la mi-temps. J'ai vu d'ailleurs que les Anglais, les viewers, ils se plaignaient de la durée. Les gars, vous êtes pas prêts, parce que cet été à la Coupe du Monde, va y en avoir aussi des interruptions. Mais non, franchement, je trouvais que c'était un très bon moment passé, les Eleven All-Stars. Ouais, la pause, tu vois, le concert, le show de la mi-temps trop long, mais d'un point de vue du terrain, c'était bien. Franchement, je me suis bien amusé. Je trouvais qu'il y avait un bon état d'esprit. Le penalty, oui. Après, comme disait un certain Michel Platini, organisateur de la Coupe du Monde 98, si on peut pas au bout d'un moment avoir un petit truc, un avantage à la maison, on arrête d'organiser des événements. En vrai, je peux comprendre parce que sur les premiers ralentis, t'as plus l'impression que c'est Boumé qui fait faute, et quand tu revois le truc, franchement, la semelle, c'est vraiment l'anglais qui y va, qui maîtrise pas son geste, donc ça peut faire penalty. Je sais pas si on est trop matrixé par Mathieu Vernis, Monsieur Paradis, Eric Vatelier ou encore Benoît Millot. Mais moi, je donne quand même petit péno là-dessus. Et je le dis, mais j'espère qu'il y aura le match au retour en Angleterre, parce que ça s'est bien passé entre les deux équipes. Et ça a été un bon moment, et ça mérite... ouais, même Cocotte, tu vois. Cocotte, elle avait déjà fait
le Stream for Humanity, on avait vu qu'elle avait du ballon. Et le penalty, il est bien tiré, il est efficace. J'ai bien aimé Alonso au milieu de terrain, qui avait déjà été très bon lors des premiers Eleven All-Star. Pareil pour Yannou, qui avait un rôle un peu plus haut sur le terrain. Et je pense que ça lui correspond bien parce que c'est bien d'avoir les meilleurs joueurs défensifs, enfin les meilleurs joueurs en défense, mais je trouve au bout d'un moment, il manquait peut-être un peu de liaison de gars devant. Et ce qui me fume, c'est que vous voyez, on parle d'un match de streamers, on est là pour parler de créateurs de contenu qui tapent dans un ballon, et on commence déjà à faire de l'analyse comme si c'était le bon vieux débrief Ligue 1 et qu'on parlait d'un Toulouse-Lille. Ça me régale. Peut-être, votre MVP du match. J'avoue qu'il y en a beaucoup qui ont été bons. Je pense pour moi, il y a quand même Cocotte à 11, on va dire Vicos, je suis d'accord avec vous. Et Tonton, Tonton, ça peut se mériter. Et je pense que Yannou, qui a quand même fait aussi son match, je pense que c'est les 5 pour moi qui se disent, hein. Peut-être qu'il y a d'autres. Ah, Cassimiento, c'est vrai. Cassimiento, il a vraiment beaucoup percuté. Après, tu vois, même la finition d'SDM sur le premier but, elle est bien. Hein. Donc, vas-y, je vais vous mettre ces gars-là et je vais mettre un petit autre. Donc, n'hésitez pas avec ce sondage, évidemment. Quel plaisir de le lancer. Ouais, PA, il a fait son match. Ah, je pense que là, normalement, ça devrait être bon pour le bon vieux MVP. Là-dessus, après, oui, il y a des joueurs qui touchent pas assez de ballons, donc on peut pas les valoriser. Gilsi qui nous a fait une petite au bon souvenir d'Arconada ou de quelques boulettes de gardien là à Poula Edel au PSG. Mais c'était bien, et comme je le dis, si on peut réavoir ça dans un an, c'est une bonne nouvelle. Donc, ouais, je trouvais que c'était un bon mood de week-end. Et les matchs se tenaient bien. Le Crunch Creator, j'ai juste vu des extraits, mais ça avait l'air d'envoyer pas mal au Matput Atlantique. Ce qui est bien, c'est que ce stade, il faut qu'on le remplisse, hein, parce que c'est pas avec nos 15 matchs de N2 qu'on va le faire vivre. Donc heureusement qu'il y a un peu de rugby de temps en temps, quelques concerts. Ouais, c'est vrai que Zach, il a sa frappe qui est déviée qui est arrêtée par un défenseur qui revient bien sur la ligne. Sinon, je pense que parmi les joueurs qui méritent le plus d'avoir son petit but la prochaine fois, c'est lui. Après, ce soir, il y en a pas mal qui marquent pour la première fois. De toute façon, le premier Eleven, si tu t'en souviens bien, et avec Bruce et Sacha qui avaient marqué. Donc tous les autres, comme ils sont plus là, n'avaient pas encore débloqué leur compteur. Et il va falloir aller là-dessus, quoi. Et ouais, je vois vos comparaisons. C'est vrai que même le penalty d'Amine, et surtout celui de Cocotte, par rapport à certains joueurs pros qui se prennent la tête sur la course d'élan ou la manière de terminer, là, ça n'a pas tremblé. Donc, non, un Even All Stars qui, je pense, a pas mal fédéré. Ah, Bruce, c'est notre, notre Abou Diaby. Il n'est pas à 100%, il peut pas enchaîner, mais s'il pouvait être là pour la caution technique, je pense qu'il aurait encore régalé le vieux père. Ça, c'est clair. Ouais, vous en faites pas, on va aller là-dessus, sur le choc du Milan, sur l'APL, sur la Liga. On va revenir sur tous ces événements. Juste avant de commencer, Soso Chat, la modératrice, qui vous rappelle bien sûr, si vous aimez les émissions, de liker, de commenter, de vous abonner sur YouTube, également en podcast, avec le bon vieux cop de Scipion. Saïd Pied-Carré, ouais, je trouve que sa compo plus offensive, où ça libère un peu plus les joueurs. Là, j'ai trouvé que c'était un peu plus... avant, il était trop prudent. Et là, je trouvais que c'était un peu du Bielsa, quoi. Il y avait duels locaux, ça allait dans tous les sens, ça courait beaucoup. Et je trouvais que l'équipe laissait pas mal de possibilités à ses joueurs. On va aller tranquillement, du coup, sur les petits débriefs qui vont nous intéresser. Et je pense qu'on va aller directement en Serie A. Je vais afficher le classement qui est quand même assez terrifiant. Parce que Inter-Naples, 1 et 2, ok. Mais est-ce qu'on aurait pu prédire que ni le Milan ni la Juve ne seraient en Ligue des Champions sur la ligne de départ? Je pense que c'était peut-être deux équipes où on pouvait se dire pourquoi pas même être championne. Et c'est vrai que pour le coup... il y a eu combien sur les Eleven? T'as eu victoire 4-3 avec des buts de SDM, Cocotte, Yannou et Amine. Et après, les buteurs anglais, je t'avoue que je connais moins, donc je les ai plus trop en tête. Mais il y a une équipe qui me fait plaisir parce que
C'est une équipe de losers normalement. C'est une équipe qui adore trop choquer, qui fait souvent n'importe quoi. Et voir la Roma terminer troisième et revenir en Coupe d'Europe comme ça, alors pas en Coupe d'Europe type Europa, mais vraiment la coupe aux grandes oreilles. Quel bonheur. Comme je vous le dis, Gasperini, c'était un peu le choix fort pour justement, après toutes ces années du côté de l'Atalanta, avoir un nom pour te permettre d'enfin retrouver ce top 4. Et c'est vrai que la Roma est passée par pas mal de phases, mais la sprint finale, regardez, il n'y a que du vert. Il y a eu 5 victoires de suite, tu as eu notamment ce succès dans le derby contre la Lazio qui t'a mis dans ce top 4 pour une des rares fois où tu avais ton destin entre tes pieds et ils n'ont pas tremblé, même si le match contre le Hellas Vérone qui était déjà relégué n'a pas été simple. Il y a eu un enchaînement carton rouge, puis sur le corner derrière, tu as eu le penalty, Malen qui se reprend 2 fois, mais Malen c'est quand même un des joueurs de cette saison, même s'il est arrivé que cet hiver, parce que il est, du coup Malen je crois qu'il termine avec 14 buts, et je pense que c'est quand même assez fou, ouais. Il termine à 14 buts, il est deuxième meilleur buteur à égalité de Serie A. C'est quand même assez remarquable ce qu'il a pu produire, et bravo aux dirigeants romains d'être allé chercher ce joueur qui te manquait devant pour finir les actions, parce qu'entre t'as eu Dobvik et Ferguson, niveau hype, à l'époque à Brighton, c'était costaud. Mais là, malheureusement, le joueur entre Brighton, West Ham, la Roma, ça traîne un petit peu des pieds. Et Malen a changé beaucoup de choses. Mais quand je vous le dis, Malen, ça a un peu le visage qu'on va mettre en avant. Moi, j'oublie pas également Svilar, qui est. Il y a McLean, mais pour moi, Svilar, c'est le meilleur gardien de Serie A. Manu Koné, t'as cette colonne vertébrale avec Ndika, avec Mancini, avec Soulé, Wesley. Donc je pense que la Roma doit quand même pas mal recruter parce que l'équipe pour moi elle sera pas à la hauteur de la LDC en l'état actuel. Maintenant, faut pas non plus tout bouleverser et je pense que tu rajoutes un vrai bon titulaire par ligne avec l'argent de la LDC. Tu peux pourquoi pas avoir quelque chose qui aura de la gueule l'an prochain. Donc curieux de voir les mouvements qui vont être opérés dans la capitale romaine. Mais sinon, ça donne quand même de la légitimité à Gasperini. Pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi dans la saison de la Roma, tu as eu une certaine brouille en interne avec Ranieri par rapport à certains choix, le mercato, tout ça. Donc finalement, Ranieri a fini par quitter son poste de conseiller. Il était très proche des Friedkin, qui sont les Américains, les propriétaires du club. Et finalement, c'était un peu le choix Gasperini, et c'est lui qui est ressorti vainqueur de cette lutte interne. Et là, ça lui donne raison. Alors, Dybala, il y a, comme vous le savez, cette grosse rumeur de départ de la Roma et de départ tout court du foot européen pour aller direction Boca Junior. Et là, on est tous d'accord, les gars. Évidemment, c'est le maillot. Il sera commandé instantanément parce que flocage Dybala 10 sur un maillot Boca Junior avec cette couleur bleu et jaune, c'est le tube de la saison 2026-2027. Mais c'est vrai que Dybala a été très performant sur les derniers matchs. Dybala a été un des artisans de cette qualification en Ligue des Champions. Du coup, il y a quand même une rumeur de prolongation de contrat à la Roma. Dybala a 32 ans. Dybala est un joueur, je ne vais pas vous l'apprendre, qui a ses petites fragilités de temps en temps, mais ça reste Dybala. Et c'est le genre de talent pour lesquels tu as envie de craquer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense qu'il a dû être partagé peut-être par le compte de la Roma ou de la Serie A, mais contre la Lazio, Dybala, il te fait un dribble long de ligne où il mystifie 2 joueurs de la Lazio. Je me suis dit, en fait, ouais, à un moment donné, ça a été le meilleur joueur du championnat, et c'est pas un hasard. Normalement, Dybala va prolonger, Gasperini l'a dit dans sa conférence de presse d'après-match, mais avec un salaire réduit. Quelle bonne nouvelle. Franchement, je suis hyper ravi. Et en plus, bon, la Roma sous Adidas, il commence à sortir quelques petits maillots bien sympas. Donc on va y aller pour de nouveau craquer. Et Dybala, est-ce qu'il va à la Coupe du Monde? Scaloni a sorti une pré-liste de 50 noms et Dybala n'y est pas. Après, est-ce que ça peut changer la donne? Je suis pas sûr. Je pense qu'il comptait pas sur lui. Et c'est comme d'habitude, hein, Dybala, il faut voir qui a son poste. Est-ce que t'as pas un Nico Paz par exemple? Est-ce que t'as pas un Enzo Fernandez? Donc c'est là où tu dois être malin. Après, c'est vrai que peut-être ça peut... tu te dis, bon, si j'ai un 26e homme à prendre, pourquoi pas lui? Parce que c'est le genre de talent qui peut te débloquer un match à n'importe quel moment. Comme je vous l'ai dit pour Cole Palmer. Cole Palmer, il fait pas la meilleure saison. Cole Palmer a ses trous d'air. Mais ça reste un gars de moment. Et en Coupe du Monde, tu peux pas te priver forcément de ça. Et ouais, la Roma, vraiment chapeau à eux pour revenir en LDC. Ça, c'est quand même
une heureuse nouvelle. Le com de Fabregas, les hipsters en furie, parce qu'ils l'ont fait. Les petits de Tchèch, même pas en revenant en fait, quoi qu'il arrive, c'est la première qualification européenne de com. Et eux, ils vont même pas en conférence, ils vont même pas en Europa, non plus en Intertoto, en Coupe des Coupes. C'est directement en Ligue des Champions. Et quelle ascension, quelle ascension. Alors, comme je vous le dis, c'est pas un petit poussé, hein, parce que c'est une équipe qui a dépensé beaucoup, qui a mis les moyens, qui a mis les salaires pour attirer tous ces joueurs-là. Le propriétaire de Com, c'est famille, je crois, de mémoire indonésienne, qui est spécialisée dans le tabac. Donc, ça sent les gros milliards. Et du coup, c'est pour ça qu'à Com, t'as un peu ce truc, un peu le projet hype. T'as des vedettes d'Hollywood en tribune. On a vu du Matthew McConaughey, t'as Thierry Henry, qui est aussi présent comme actionnaire minoritaire. Mais finalement, on peut dire, ok, ils ont de l'argent, voilà, ils vont réussir, tout ça. Ok, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi le terrain. Et comme cette saison, c'est quand même une équipe qui a offert beaucoup de réjouissances. Il y a certains matchs où je me suis dit, il y a cette énergie où Fabregas a réussi à leur inculquer quelque chose. Donc, c'est assez savoureux. Oui, ils recrutent bien les jeunes. Non, en fait, eux, leur mercato, il a été très bien ciblé, je trouve. Ils sont allés chercher quelques jeunes talents qui commencent à bien émerger. Ils ont pris assez cher, mais peut-être que dans 1 an et demi ou 2 ans, c'est des gars qui auraient pu valoir 80 millions d'euros. Hassan Diao, ils vont le prendre au Betis. Baturina, ils le prennent au Dinamo Zagreb. Jesus Rodriguez, ils vont le chercher également au Betis. Jacob Ramon, ils l'ont pris au Real, mais je crois qu'il a également, comme Nico Paz, un petit truc de clause de retour de prêt. Ouais, t'as Maxence Cacré qui est là, ils ont quelques cadres, hein, parce que certains ont remarqué, oui, c'est bien le bon vieux Alberto Moreno, si vous connaissez de Liverpool, qui est là, 33 ans, Sergio Roberto, également présent, 34 ans, et Morata, 33 ans, donc quelques anciens pour accompagner ce groupe, avec Lucas D'Acunha, 24 ans, capitaine de Com, encore un top match de sa part. Je me dis que l'an dernier, il y avait eu cette rumeur, enfin même pas l'an dernier, mais l'hiver dernier, la rumeur olympique de Marseille, Lucas D'Acunha, qui est passé par Nice, je vous le rappelle, peut-être que ce sera une des attractions du mercato, mais comme beaucoup de joueurs de cette équipe, t'as la LDC, quoi. Et la LDC, c'est fort, hein, de te dire que tu peux, pour la première fois avec cette équipe où t'as des repères, maintenant, j'attends quand même quelque chose, c'est la projection. Est-ce que Fabregas sera encore là parce qu'il va être courtisé, même si finalement, je me dis que les bancs vont pas non plus. Il y a peut-être Arne Slot qui va partir de Liverpool. Est-ce qu'ils vont pas aller sur Andoni Iraola, City, probablement Maresca. Voilà, Fabregas peut-être que sera dans 1 an. Après, Nico Paz va retourner au Real Madrid, vraisemblablement. Jacob Ramon, il y a cette clause, donc peut-être qu'il va suivre le même chemin que son coéquipier. Après, bon, on parle de 2-3 départs, mais ils ont quand même les moyens d'attirer. Et je pense que le mercato, il va encore être assez épatant. Mais si Fabregas part, je me dis que c'est quand même l'architecte principal, donc attention à l'éventuel coup d'arrêt. Mais bravo à lui, parce que il a mené à bien cette mission, comme déjà l'an dernier était un peu en pleine exposition, ils ont acquis le maintien, et là ils sont passés nettement à la vitesse supérieure. Comme je vous le dis, dans mes pronostics, prédictions du début de saison, je voyais comme un candidat à la conférence à l'Europa, mais alors là, LDC est terminé devant la Juve et le Milan, c'est assez fantastique. Daconia en équipe de France bientôt, je pense que parmi les joueurs qui pourraient être rappelés dans le cycle des champs, si tu as quelques manques au milieu de terrain et que voilà, ça continue de bien se passer, parce que Daconia, pour moi, vraiment sa saison, elle m'a impressionné. Les matchs de com où je suis tombé là-dessus. Donc pourquoi pas être un des nouveaux visages de Deschamps, de Deschamps. Justement, j'ai tellement l'habitude de ZZ, il faut le dire ainsi. Après, quelqu'un a dit quelque chose, et dans cette équipe de com, il n'y a aucun Italien. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que le foot italien traverse une certaine crise de résultats, et vous voyez où je veux en venir avec la 3e absence de suite à une Coupe du Monde. Du coup, on se pose beaucoup de questions sur la formation, sur la place donnée aux jeunes joueurs italiens, et justement, comme c'est un peu un exemple, une équipe qui performe, une équipe qui obtient de très bons résultats, une équipe qui propose un jeu séduisant sans avoir
trop d'Italiens, quoi. Il y a Samuele Pizzati, Riccardo Cassano, Eduardo Goldaniga et Mauro Vigorito qui sont sur le banc, la réserve, et sinon t'as pas de joueurs principaux. Après, je m'étais renseigné, et pour beaucoup, à Com, il y a une jeune génération de joueurs italiens qui ont bien développé, qui ont bien taffé. Normalement, d'ici quelques mois, quelques années, quand ça va arriver à maturité, ça devrait être, tu vois, dans cette équipe première. Donc, pourquoi pas avoir quand même un Com qui, à moyen terme, tombe, donne sa chance à ces joueurs-là. Je me dis que ça pourrait, tu vois, s'opérer de cette manière, mais ils ont quand même une formation. Ouais. Bah, les jeunes Italiens, oui, leur donner une chance, c'est toujours très compliqué en Serie A, mais à mon avis, ça pourrait intervenir d'ici quelques mois. Après, ils vont faire un mercato, ça peut être intéressant, tu vois, de voir si Com va peut-être chercher quelques joueurs italiens un peu frissons chez les jeunes, comme Palestra de Cagliari. Ça pourrait être, tu vois, une main tendue justement pour dire oui, les listes UEFA, tout ça, peut-être qu'ils vont devoir s'y conformer et être malin là-dessus, quoi. Après, la liste UEFA, tu peux quand même mettre quelques jeunes de ta formation, et ça, je pense qu'ils l'ont quand même anticipé. Mais quelqu'un a demandé, tu as déjà fait un épisode sur cette crise du foot italien? Alors, l'épisode, c'est quelques jours après l'élimination de l'Italie en barrage contre la Bosnie. J'avais fait une petite interview avec Elvin pendant 30 minutes. Donc, on a cet épisode sur la faute à qui, la fédération, les coachs, les clubs, les stades, les joueurs. Et ça, c'est dispo sur le YouTube, si jamais tu peux aller checker. Mais comme je vous le dis, c'est un invité surprise avec des champions. C'est un chapeau 4. Chapeau 4 assez bizarre, spécial. Comme on le dit, c'est une découverte pour eux, donc peut-être qu'il y aura de la pression, mais je me dis qu'ils vont peut-être aussi recruter quelques joueurs qui connaissent déjà la LDC. Donc, n'empêche que ce com-là, c'est une des sensations du foot européen cette saison. Et alors là, mais comment on a pu en arriver là pour l'AC Milan, qui ne sera pas en Ligue des Champions, alors qu'il y a 3 mois, ils étaient à la lutte pour le titre. Une saison, on le rappelle, sans Coupe d'Europe, pas de Ligue des Champions, pas d'Europa. Ils avaient qu'un match à jouer par semaine, et les Milanais ont réussi à se saboter tout seuls comme des grands contre Cagliari, qui n'avait plus rien à jouer cette saison, qui était déjà maintenu. Et non, là, faut que tout le monde parte. Tu peux pas. Au bout d'un moment, certains vont dire ouais, mais quand même, il y a des joueurs, il y a un staff, il y a des dirigeants, Zlatan, tout ce que tu veux. Ouais, mais au bout d'un moment, ça, c'est pas possible. Ça, c'est une sanction, c'est une honte dans l'histoire du Milan. On parle d'un club légendaire, un des plus grands clubs italiens, club mythique de LDC. Ça incarne quelque chose de très fort. Et là, à San Siro, il y en a qui doivent prendre leurs responsabilités. Et d'ici 24 heures, dans un club sain, Allegri doit partir. Les dirigeants comme, je crois, Moncada et Ibra doivent s'en aller. Mais quel désaveu, quel échec. Quand je vous le dis, j'ai regardé le classement il y a quelques temps. Ils étaient à 5 points de l'Inter. Et ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls comme des grands. C'est tendu, franchement. Je pensais pas que ça pouvait tourner comme ça pour eux, pour ces Milanais-là. Ils ont viré Maldini, qui est un symbole fort. Et depuis, ça n'a pas été une grande réjouissance. Mais pour le coup, je trouve que ça tombe de haut. Et même parmi les joueurs, il faut qu'il y ait un roulement. Pour moi, c'est fini Léao. Il y en a d'autres qui doivent s'en aller. Il y a beaucoup de joueurs moyens. Il y en a qui, dans un monde idéal, n'auraient jamais dû porter le Milan. J'ai l'impression de revoir un peu, vous savez, le Milan mid des années 2010, quand c'était vraiment la crise, avec aussi l'Inter, et que ça faisait pas rêver, que les derbies, fallait s'accrocher pour se poser devant. Et là, c'est un Milan qui, en plus, je crois, a investi 160 millions d'euros, parce qu'on parle le com avec ses moyens, mais là, on parle d'une équipe qui a quand même mis plus de 150 patates sur le mercato. Tout ça, pour être qu'en Europa League. Alors oui, l'Europa, ça t'assure des revenus, mais c'est la trajectoire de la saison, en fait. Quand tu as ton destin entre tes pieds et que tu gâches à ce point l'opportunité de revenir en LDC, parce que si on se refait un peu le fil, t'as cette défaite contre la Lazio, après tu gagnes contre le Torino, et après c'est là où ça commence à être vraiment cata. Tu perds contre Naples, un peu concurrent direct, pourquoi pas pour la deuxième place. Tu perds 3-0 à la maison contre l'Udinese, tu gagnes 1-0 contre le LAS qui est déjà, on va dire, relégué. 0-0 contre la Juve, match bien triste. Tu perds 2-0 à Sassuolo, qui est un beau promu cette saison, mais quand même ça fait tâche. Tu perds à la maison 3-2 contre l'Atalanta.
tu gagnes au Genoa, mais là, quand tu gagnes contre le Genoa, t'es encore dans le top 4. C'est ça qui est fort, c'est que même en faisant cette fin de saison clownesque, tu avais encore toutes tes chances de ton côté pour accéder avec des champions, et tu t'es bien arraché, quoi. Ah ouais, c'est vrai que j'ai parlé de quelques joueurs, mais Tomori, c'est dur. Nkunku, c'est très très dur. Jiménez, t'as mis 30 millions d'euros sur un attaquant qui, cette saison, t'as pas planté un but en Serie A. T'as fait venir Füllkrug cet hiver qui n'a pas changé grand-chose. Non, il faut que ça reparte de zéro pour moi. Il faut changer beaucoup de choses. Normalement, ce projet aurait dû symboliser quelque chose sur, je sais pas, 2-3 ans avec Allegri, avec la Ligue des Champions. Mais là, l'Europa, profites-en pour vendre les Leao et compagnie et repartir vraiment sur une autre perspective. Allegri qu'ils partent également, mais ouais, ce Milan-là, quel échec les amis, comme je vous le dis, ces dernières années, c'est un titre, hein. Il y a le Dortmund contre Mayence à la maison, alors que Mayence était déjà en vacances, mais là, la trajectoire, la fin de saison, je trouve que c'est un échec industriel colossal. Vraiment, on est sur... en plus, l'ambiance à la fin, je sais pas si vous avez regardé, mais les sifflets de San Siro, les dirigeants escortés, tout ça, enfin, t'as vraiment l'odeur du sang suprême. Et là, il va falloir évidemment assumer du côté de l'état-major milanais et faire partir du beau petit monde, quoi. Si on relativise, avec 70 points, ils sont champions en 99, il y avait 34 journées. Ah bah après, oui, ça fait partie de certaines histoires où l'Olympique Lyonnais, en 2020-2021, ils sont pas avec des champions. Alors, je crois qu'ils ont 78 points. Pareil pour l'OM à un moment donné. Donc, tu as des équipes qui, des fois, vont pas en Ligue des Champions alors qu'elles ont un bilan comptable sur certaines saisons où elles sont championnes, quoi. Donc, c'est où c'est terrible. 76 points pour l'OL, 4ème. Donc, là, tu te dis que c'est dur. Mais bon, bah, t'avais un capital de points qui te permettait d'être largement à l'abri. T'as réussi à gâcher ça. Et maintenant, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, quoi. Oui, après, c'est vrai que pour les Italiens, Milan et Juve en Europa, quand tu vois que tu vas envoyer des équipes anglaises qui vont redécouvrir très longtemps après cette Coupe d'Europe, comme Bournemouth, t'as également l'équipe de Sunderland et Crystal Palace qui remportent la Conference League. C'est vrai que t'as les Espagnols où t'as le Celta, t'as la Real Sociedad. C'est vrai que tu te dis qu'une équipe italienne favorite pour remporter l'Europa, pourquoi pas, s'ils jouent le coup à fond. Parce que là, encore une fois, ils vont devoir assumer. Mais les Leverkusen aussi l'an prochain, s'ils gardent quelques petits joueurs comme Kofane, comme Maza, je me dis attention à cette équipe. Que dire de la Juve? La Juve qui était très très bien revenue et qui s'est, pareil, gâchée vraiment avec cette fameuse défaite à la maison contre la Fio qui était déjà sauvée, la Fio qui était en deuxième partie de saison. Et si tu faisais pas n'importe quoi, après ce soir le match avait une ambiance spéciale. Je sais pas si vous avez suivi, mais le coup d'envoi a démarré, a été sifflé 1 heure après l'heure qui était prévue parce qu'il y a eu des incidents en tribune entre les deux groupes de supporters. Il y a un supporter turinois, je crois, qui a été envoyé à l'hôpital dans un état assez inquiétant. Donc les tifosi de la Juve ont quitté l'enceinte du Torino. Les ultras du Torino en solidarité sont également partis. Donc le match ce soir, bon, il y a la fin de saison LDC qui a très mal tourné. Tu as aussi ce truc-là. Mais ouais, le projet Damien Comolli de ramener tous les gars un peu de Ligue 1 avec Openda, avec David, avec Zegrova, là, on tient un trio quand même. Je pense que si on doit faire les comptes, on n'est pas loin d'un échec pareil, assez colossal. Et financièrement, en plus, tu as dû lever l'option d'achat d'Openda à 40 patates. Donc bon courage pour l'amortir en saison hors Ligue des Champions. Maintenant... Je comprends pas comment ça a pu échapper à cette équipe parce que je croyais qu'il y avait un bon redressement. Spalletti avait impulsé quelque chose de différent. Dans le jeu, c'était agréable. Et la Juve a décliné. Pour moi, il y a peut-être une petite raison. Peut-être que c'est dur, mais Kenalidis qui a trop joué et qui a joué cette deuxième partie de saison blessé, qui était vraiment pas à 100%. Et je pense que la Juve aurait dû mieux gérer le talent de son équipe parce que c'est lui. Maintenant, je prends du plaisir à le voir à la Coupe du Monde avec la Turquie. Mais c'est assez terrible la deuxième partie de saison et comment ça a pu leur échapper. À Conceição, c'est extrêmement irrégulier aussi. Pourtant, j'aime bien le joueur, je pense que c'est un bon super sub, mais quand tu parles de titulaire à la Juve, tu dois avoir un peu plus de garantie, de fiabilité, et ça n'a pas
Ça n'a pas fonctionné. Après, comme d'hab, hein, il y a un socle de joueurs où tu peux t'appuyer là-dessus. Il va falloir reconstruire quand même. Et je me dis, attention, parce que la Juve avait quelques pistes qui étaient avancées pour l'an prochain, comme Alisson Becker au cage et Bernardo Silva au milieu de terrain. J'insiste, hein, mais sans l'argent avec des champions, les primes à la signature, les salaires, ça va pas être évident, hein. Openda à Rennes. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Le fameux stade Lensois, le Racing Club de Rennes. Yildiz va quitter le club. Alors, Yildiz a prolongé cette saison. Il s'inscrit vraiment sur le long terme. Maintenant, il y a un risque quand même d'avoir un talent, voilà, que je considère, peut-être pas dire hors norme, parce qu'on va encore attendre, mais un joyau. Il faut pouvoir l'accompagner. Et je trouve l'équipe un peu mid par moment, des mauvais choix de mercato. Et j'ai peur que Yildiz se frustre et qu'au bout d'un moment, il aille rejoindre une super team. Alors, quel type de super team? Tu peux penser à Liverpool, je sais qu'il y avait des approches d'Arsenal également. Mais qu'elle dise attention à ce que ça ne soit pas une histoire gâchée, quoi. Vlahovic, son contrat expire dans un mois sauf erreur. Ah oui, on vient de parler de gros salaire. On l'avait vu aussi lors d'un live Mercato. Dusan Vlahovic est à 20 millions d'euros par an. Voilà, là il a mis son petit doublé et tout, mais sincèrement ça les vaut pas. Et là il va, je pense, ne pas prolonger à moins qu'il y ait voilà, un accord pour un salaire bien moins important. Et pourtant même à 8-9 millions, 10 millions par an, je trouve qu'il s'en sort bien. Mais pourquoi pas, un club comme le Barça qui pourrait foncer là-dessus. Après, financièrement, c'est un très très gros salaire. Ce sera aussi une prime à la signature. Bon courage hein, pour en négocier avec Dusan, quoi. Yildiz, s'il fait une grosse Coupe du Monde, prolongation ou non, il va être considéré comme étant sur le marché. Ce serait très dur parce que la Juve, financièrement, pourrait peut-être avoir besoin de cette grosse vente, mais attention à la réaction des supporters s'ils voient ça, quoi. Et oui, parmi les rumeurs mercato, on vient de parler d'Alisson et de Colomani. On n'oublie pas on vient de parler d'Alisson, Bernardo Silva. Justement, on parle de Colomani où à Tottenham, ça s'est pas bien passé cette saison, mais ces 6 mois à Turin ont convaincu beaucoup de monde et ils aimeraient revenir à la charge. Alors pareil, hein, sans cette manne financière, avoir la formule, mais ça sent bon pour que le bon RKM repartage. Oui, c'est vrai que Lewandowski avait son salaire. Mais c'est un Barça qui a encore besoin de retrouver toute sa stabilité économique. Et est-ce que tu peux mettre un salaire de 15 patates sur un Vlahovic par an? Ça, je t'avoue que c'est une réponse à apporter. Mais ouais, le Milan et la Juve en Europa, ça c'est quand même un sacré coup de tonnerre. Et une saison de Serie A qui aura réservé son petit lot de surprise. Dommage qu'il n'y ait pas eu la lutte pour le titre potentiellement jusqu'au bout. Après, l'Inter, c'était la meilleure équipe de loin, la plus régulière, parce que l'Inter fait pas des résultats géniaux contre les adversaires du top 6, mais par contre, c'est l'équipe qui a tapé tout le monde en bas, dans les autres, confrontations. J'ai vu que Federico Di Marco a été joueur de la saison. Je crois qu'il a mis 7 buts, 18 passes D. Lui, il a vraiment été stratosphérique en Serie A. Et je trouve ça bien de pouvoir récompenser un latéral, un piston gauche. Donc bravo à lui. Je pense qu'on va basculer peut-être sur d'autres championnats. Magnifique coup franc hier en plus, hein. Du coup, ceux que ça intéresse, Cremonese, la Cremonese de Vardy, Hellas Vérone et Pise, qui sont donc les 3 relégués. On a le Milan et la Juve qui sont en Europa et l'Atalanta qui est donc en Conference League. Tu vois, la Pipion League pour l'Atalanta, ça pourrait bien leur correspondre, hein. Et aussi une équipe comme Brighton, Monaco, s'ils n'ont pas trop la flemme, faut quand même passer ce fameux petit tour de barrage. On va peut-être aller sur la première ligue. Est-ce qu'on s'est remis de toutes ces émotions, de ces moments forts et vraiment de ce qu'on a pu vivre? Quelqu'un demande c'est quoi les équipes qui montent. Alors je sais que Série B, on est en plein dans les playoffs. Pour le coup, on a Série B finale Monza contre l'Unione Cantazzaro. Et t'as Venise et Frosinone, je crois, qui montent. Fais voir si ça dit quoi un petit peu. Tac, tac. Demi-finale, manche 2. Palerme qui n'a pas remonté contre ça. Et du coup, Monza, s'il tape ça peut peut-être faire cette différence. Donc au moins, vous avez le potentiel résultat. Ouais, c'est vrai que je sais que le système il est assez particulier de playoff là-bas, mais Venise, Frosinone et peut-être Monza qui pourrait faire un retour assez, assez rapide. Ouais, comme je vous disais,
Ça va niveau émotion parce que le départ de... Enfin, la fin de Pep et cette ovation de l'Etihad quand il rentre, la haie d'honneur pour Bernardo Silva, haie d'honneur pour John Stones, les fins de carrière à Liverpool de Mo Salah, d'Andy Robertson. On a également le titre d'Arsenal, la célébration. Ce sont des grands moments et je trouvais que c'était un multiplex assez riche dans ce sens, même s'il a mis du temps à se lancer. Et puis on avait aussi peut-être le point le plus crucial, la bataille du bas, Tottenham, West Ham. Tottenham avait besoin que d'un nul pour se sauver. Ils ont affronté Everton qui a émis quand même une équipe assez lourde en conséquence. Et West Ham a battu 3-0 Leeds, mais ça n'a pas suffi. West Ham qui descend avec 39 points, donc ils auront quand même fait leur petit bilan. Il y a beaucoup de joueurs à récupérer, je trouve, du côté de West Ham. Je pense forcément à Jarrod Bowen, un joueur que j'apprécie depuis pas mal de saisons. Et je pense que dans la rotation, même titulaire à Liverpool, à Tottenham, il sera pas ridicule. Même Chelsea, pourquoi pas, sous Xabi Alonso. Mateusz Fernandes et son profil très costaud au milieu de terrain, ça va attirer du monde. Somerville, je pense, comme ailier, il a ses petites inspirations. El Hadji Malick Diouf, là aussi, en termes de rôle de latéral gauche offensif, de qualité de centre, ça va, je pense, aller assez vite pour lui. Mavropanos, je crois qu'il y a Dortmund qui le suit. Disasi, pour moi, il a fait sa deuxième partie de saison. Et Disasi, peut-être qu'il est temps de rentrer en Ligue 1 pour être un taulier d'une équipe top 6. En tout cas, s'il y a une rumeur Disasi Olympique de Marseille cet été, je ne serais pas surpris à voir si ça va au bout. Ou même Olympique Lyonnais, pour remplacer, pourquoi pas, Clinton Mata. Je me dis que ça pourrait également surgir comme petite rumeur. Callum Wilson qui a marqué un très beau but. Non, c'est là où tu dis que c'est ouf parce que ils descendent, mais il y a des joueurs à sauver. Après, West Ham, ça peut peut-être faire un ascenseur, parce que s'ils gardent certains noms en Championship, ils seront tout de même bien armés. Jarrod Bowen, c'est quoi son salaire? Ninor est supporter nantais, donc je te le dis, tu peux directement oublier mon grand, ce sera pas pour toi. Jarrod Bowen, on est à combien? On est à 9 millions par an, 750 000 euros par mois. Bon, bah, ça pour un Liverpool-Tottenham, je pense que c'est jouable, ça peut le faire. Ah, Disasi à Monaco, le retour. C'est vrai que Disasi, le retour sur le Rocher. Mais ouais, c'est une équipe qui descend parce que c'est réveillé un peu trop tard, mais belle deuxième partie de saison quand même à souligner pour les bons vieux Hammers, parce qu'en face, il l'a fait, Roberto De Zerbi, je crois que c'est 11 points sur 18 possibles, qui va chercher ce maintien. Première victoire à la maison pour Tottenham depuis début décembre. C'est vrai qu'en Première Ligue, ils ont eu des stats abyssales en 2026 sous Thomas Frank à la fin, Igor Tudor qui n'a pas inversé la tendance, mais au moins De Zerbi, lui, il a su créer quelque chose. But de Palinha, beau petit symbole, lui qui n'a pas été dans la liste de Roberto Martinez pour la Coupe du Monde, qui marque, qui célèbre comme il faut. Et ouais, c'est vrai que pour De Zerbi, voilà, il sauve cette équipe. Maintenant, va falloir faire le point sur les joueurs qui partent, les prêts, les joueurs blessés, parce que Tottenham, on en est où de l'infirmerie qui a duré toute cette saison? Est-ce que c'est pas la quantité la plus faible d'absents, et pourtant on est quand même à 6 joueurs out? Ben Davis, Christian Romero, Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Mohamed Kudus, Wilson Odobert, beaucoup de monde absent, et pourtant il y a des joueurs d'un certain calibre. Ça qui est ouf, que Tottenham termine 17ème avec ces blessés-là. Mais je me dis que De Zerbi va vouloir faire venir ses joueurs, ses têtes, et peut-être que Tottenham va pouvoir enfin entamer un cercle, tu vois, un cycle vertueux. Ça fait un moment, 17ème, 2 années de suite pour un tel nom de PL, ça interpelle quand même, faut pas que ça se répète. Maintenant, ça va devoir être checké. Après, on commence à avoir des rumeurs mercato. Ouais, il a raison, Nomamzer, Robertson, qui avait un accord si Tottenham restait en PL. Ça, pour le coup, je trouve que c'est bien comme cadre, comme joueur, comme état d'esprit. Ça correspond bien à RDZ. Alors, certains tombent sur RDZ. Je vois Rome, voilà, il m'insupporte. J'ai vu des supporters, certains supporters marseillais, pas tous, dire voilà, De Zerbi, il en fait des caisses, je peux plus me le voir. Bon, est-ce qu'on peut reprocher à un entraîneur d'être content de sauver son équipe de la relégation? On va peut-être pas aller aussi loin. Si De Zerbi peut des fois un petit peu interpeller, voire agacer par sa communication, par certaines de ses formules,
par la manière dont il exprime ses émotions. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y avait absolument rien à dire sur sa manière de vivre le moment, parce que encore heureux, parce que sinon il serait en pire de rester stoïque et tout. Donc il y a de quoi se réjouir de ce moment. Mais comme je vous le dis, va falloir être vigilant sur le mercato, bien identifier les postes à remplacer, et surtout des joueurs qui n'ont pas forcément convaincu. Kolo Muani, la saison en première ligue, on l'aime bien Randall, mais Randall, c'est quoi? C'est 30 matchs, 21 titularisations, un but, une passe D. Si on ne connaît pas son poste, on peut croire qu'il est défenseur central, mais normalement, quand tu es attaquant d'une équipe comme Tottenham, tu peux pas terminer avec ce ratio-là et cet apport. Donc, pour moi, ça se garde pas. Mais à la Juve, ça avait bien matché. Et je pense qu'il doit, peut-être. Après, il a connu plusieurs vies dans sa carrière, mais peut-être pour la troisième partie de sa carrière, s'installer dans un club type Juve pour 2-3 ans. Ça me plaît bien, tu vois. Et la rédemption de Kinski, c'est vrai, Alix a raison. Kinski, on s'en souvient avec ses erreurs grossières et inexplicables face à Atlético en 8e de finale de Ligue des Champions, avec cette décision terrible de Tudor de le sortir au bout d'un quart d'heure. Et Kinski, pour moi, je pensais que c'était terminé à Tottenham. Et finalement, De Zerbi a su lui donner sa chance. Et dans le temps additionnel, il te sort une parade, main opposée. Bravo au petit, parce que je pense que mentalement c'était la pire période possible pour un gardien et il s'en est bien relevé. Pourquoi Vicario joue pas? Vicario joue pas parce qu'il a enchaîné beaucoup de mauvais matchs, d'erreurs, et c'est vrai que là pour le coup Kinski, ça peut ressembler à un pari extrême, mais tu vois que le garçon a répondu présent, lui qui a fait je pense pas mal de bonnes perfs récemment. À Leeds, c'est vrai qu'il en sort quelques-unes. Wolverhampton également, il est bon. Et je pensais pas que De Zerbi qu'il a installé à Sunderland, il a continué de miser sur lui. Et ça, je pense, c'est peut-être le choix tranché qui a peut-être permis à Tottenham d'obtenir ces quelques petits points pour le maintien. Vicario est blessé aussi. Ok. J'avais cru comprendre qu'il y avait aussi quelques limites dans le jeu, ses perfs. Mais c'est intéressant ce que tu me racontes. Alors, en vrai, le chantier, il est immense. S'amuser à faire le mercato idéal de Tottenham, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a quelques joueurs, comme je te dis, je vais regarder du côté de West Ham, parce que je pense qu'un Jarrod Bowen, ça peut être assez sympa. Il faut regarder peut-être parmi les équipes, tu sais, qui ne sont pas qualifiées en Ligue des Champions, dans le reste de l'Europe. Je pense que tu as des profils intéressants à aller chercher. Mais après, il y a des joueurs que j'aime beaucoup dans cet effectif qui ont passé une saison horrible et peut-être qu'il ne suffit de pas grand-chose pour les relancer. Je pense à un Mickey Van de Ven qui a un statut, une étiquette de défenseur physiquement. Il est juste fou. Enfin, c'est dans le top 2, le top 3 des meilleurs athlètes à son poste. Et là, il a fait tellement d'erreurs de concentration, d'appréciation. Mais si De Zerbi lui donne les clés, là, ça peut redevenir le défenseur, un des défenseurs de sa génération. Mathys Tel, tu le vois encore beaucoup progresser. En vrai, il est quand même un peu baladé à différents postes, mais il a un truc. Il a un truc très clairement, même sur ses matchs avec De Zerbi. Moi, je le garde pour, à minima, la rotation, être mon 12e, 13e moment à l'attaque. Après, est-ce que je pars avec lui 100% comme titulaire? Ça, c'est une autre interrogation. Mais il y a le moment de se poser des questions. Gallagher qui est arrivé cet hiver, qui est rentré en Angleterre. Non, tu regardes, de toute façon, tu n'as que des internationaux, hormis Mathys Tel qui n'a pas dû faire de match avec l'équipe de France A. Donc tu te dis que oui, c'est quand même... il y a du beau monde dans cette équipe de Tottenham. T'as Pape Matar Sarr que j'aime beaucoup également, Lucas Bergvall, Dominique Solanke qui a un bon neuf, t'as tous ces blessés. Mathys Tel au Paris FC, je pense que c'est la rumeur qu'on voit tous venir et qui pourrait pourquoi pas ressurgir. Tel à Monaco, aussi, pourquoi pas. Tel de retour à Francfort ou Leipzig. C'est un joueur, il a que 21 ans, c'est un 2005. Ça fait partie des joueurs, on l'a vu éclore tellement tôt. Et c'est vrai qu'on est peut-être déçu, mais en même temps, au Bayern, il y avait Harry Kane et c'est juste dommage, peut-être à gauche, à un moment donné, quand il commençait à chaque fois à planter, quand il entrait en jeu, il aurait peut-être fallu insister. Pour moi, il devait partir, mais est-ce que c'est à Tottenham qui aura vraiment le déclic absolu? Ça, pour le coup, je suis pas forcément sûr, mais retour en Ligue 1
comme joueur star vedette d'un projet. Vous le dites, Monaco, Paris FC, Lyon, tout ça. Après, je veux pas gâcher la fête, hein, mais va falloir envoyer quand même niveau du salaire. Alors, ce qui tombe bien, c'est que le Paris FC, je pense qu'ils peuvent l'assumer. Matistel, on est à 350K par mois. En vrai, ça peut pourquoi pas se négocier, hein, mais là, va falloir être solide sur ses appuis pour le dire, quoi. Matistel a jamais eu de réelle éclosion, faut pas se mentir. En vrai, à un moment donné, il avait un truc fou où chaque fois qu'on le voyait, il se passait quelque chose. Et ça, quand même, pour moi, c'est assez spécial pour un joueur. Maintenant, c'était plutôt comme joker, remplaçant, des matchs de coupe, mais à 17-18 ans, faire ça au Bayern, ça reste spécial. Après, oui, la validation totale comme un titulaire bien exposé, pas encore, mais maintenant, il suffit peut-être pas grand-chose. Hein. On a parlé de Kinski, d'un contexte. Ça peut aussi, tu vois, intervenir prochainement. Pour le reste de cette première ligue, je pense qu'on va devoir dire, bon, j'ai déjà dit, mais Arsenal, on l'avait évoqué la dernière fois, très content pour eux, un champion qui se mérite 22 ans après, le cycle Arteta qui est récompensé, le bon mercato, la bonne gestion, des jeunes, la progression de certains, des recrutements qui te font passer dans un autre palier, dans une autre dimension, comme a dit Declan Rice. Et même si on s'est fait cette frayeur par rapport à City, je trouve que Arsenal a quand même remis le coup de collier qui était nécessaire avec ses succès, notamment celui à West Ham qui était obtenu dans la difficulté. Et comme on le disait, c'est une équipe qui peut peut-être avoir une semaine, enfin 10 jours, dans l'histoire du foot et surtout de son vécu, faire un doublé PL Ligue des Champions après toute cette attente d'être enfin champion d'Angleterre de nouveau et surtout t'as jamais remporté la LDC, là vraiment ils peuvent à jamais écrire quelque chose de fabuleux. Maintenant bah, c'est le PSG en face, c'est le PSG de Lucho. En tout cas très intriguant parce que je pense que le fait de ne pas avoir cette pression du match à aller gagner à Crystal Palace, c'est le Spark où c'est pas facile. Je me dis que c'est bien quand même de s'être libéré d'un poids. Et là, t'as une bonne semaine pour préparer ce truc, quoi. C'est bien pour Arsenal qui a cette réputation de lucky loser. Bah, ouais, non. Comme je le dis, Arsenal, certains l'ont oublié parce que il y en a peut-être beaucoup dans le chat qui sont des jeunes qui ont vu un Arsenal être quatrième, ne pas faire grand-chose, des huitièmes de Ligue des Champions, des mercatos décevants, tout ça. Mais ça reste un des clubs les plus importants, fabuleux de l'histoire du foot anglais. En Coupe d'Europe, il y a eu quand même quelques grands rendez-vous. Mais je trouve que moi, dire Arsenal, c'est un club de losers, je trouve ça extrêmement dur. Enfin, ils ont cherché ça depuis 10-15 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Mais dans toute l'histoire, factuellement, tu peux pas dire que c'est un club de losers. Parce qu'il y en a qui aimeraient avoir plus d'une dizaine de titres de champion d'Angleterre, qui aimeraient avoir autant de coupes nationales. Après, oui, la Ligue des Champions, tout ça, ça fait partie des derniers, je pense peut-être avec l'Atlético, dernier grand club à pas l'avoir remporté. Donc tu te dis que pourquoi pas, quoi. Après oui bien sûr, hein, cette finale de LDC PSG Bayern, on aurait tous voulu l'avoir, mais Arsenal a eu ce tirage au sort, tout ça, pourquoi pas. C'est quoi tes pronos pour les relégués de la saison pro en PL? Je sais que certains coquins vont vouloir dire que les trois promus, Coventry, Ipswich, Hull, City, tu as ces équipes-là. Maintenant, bah, c'est comme d'hab. En première ligue, tu as une enveloppe tellement colossale pour recruter, même si tu vas devoir bousculer beaucoup de ton effectif. Si tu fais des bons mouvements, tu es intelligent sur des tauliers, sur des bons paris de la jeunesse, ça peut quand même bien matcher à l'image de Sunderland, parce que Sunderland, c'est exceptionnel. Enfin, vraiment, mon coup de chapeau à Régis Lebris qui a fait ce choix fort de partir en Championship en deuxième division anglaise pour prendre cette équipe. On avait vu qu'il avait une patte à Lorient. En Angleterre, c'est toujours un style à adapter. Ça s'est bien passé, la montée, la victoire à Wembley en play-off. Et maintenant, tu avais le truc le plus dur quand tu es un promu depuis 5-6 ans, c'est se maintenir. Mais là, ils n'ont même pas seulement été une équipe qui va chercher son maintien. C'est même pas une équipe qui termine dans le top 10. Ils sont en Europa League, 7ème. En termes de performance de promu, c'est remarquable. Après, je le dis encore une fois, bien sûr, tu as un effectif où, pareil,
t'as quasiment que des internationaux, parce que Gertruida, oui, avec les Pays-Bas, Mukele, il a quand même suivi ses apparitions, Robin Roofs, il a déjà été appelé, Onyen, non, Rinildo, oui, Sadiki, oui, Chaka, pas besoin de vous faire un dessin, oui, oui, Le fait, pas encore, Brobé a déjà été appelé, Angulo avec l'Équateur, oui, donc même des équipes comme ça, voilà, Habib Diarra, Wilson Isidore, Omar Alderete, ouais, Bertrand Traoré, évidemment. Donc, non, c'est quand même un très très bel accomplissement. C'est une équipe qui a su embêter du beau monde. J'ai souvenir du match nul contre Arsenal avec le but de Brobé à la fin, du nul contre City, des 2 victoires contre Chelsea. C'est une équipe qui a même accroché Liverpool, tout ça. Kirill Louis-Dreyfus, un nom qui va vous parler, le fils de Margarita et de Robert, a récupéré le club comme actionnaire minoritaire en 2021. Il est devenu actionnaire majoritaire en 2022. Et lui, il s'est vraiment fait sa carrière FM, quoi. La carrière football manager en vrai. Hein. Il prend le club en 3ème division. Il a des moyens avec l'économie anglaise du football. Il se fait plaisir. Il se monte une petite équipe à 130 patates. Et ça va en Europa League. Et non, c'est fort. Après, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le downfall de Nottingham, attention, c'est vrai que Nottingham a été souvent dans la zone rouge, a été proche de la zone rouge. Finalement, ils ont été chercher leur maintien. Quant à l'Europa à enchaîner à côté, dans des pattes, ça va pas être évident. Alors oui, il veut vendre, il me semble, pour préparer cette émission. J'ai vu qu'il y avait eu cette rumeur de vente, qu'il avait mandaté la même banque américaine qui s'est occupée justement de la vente de Chelsea. Après, le club a démenti. Maintenant, c'est toujours un truc, hein, quand c'est démenti, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de rumeurs, de bruits de couloir. Mais Kirill Louis-Dreyfus, ça reste, je pense, un bon gestionnaire et un gars qui a le sens des affaires. Si tu vois que tu es un club bien géré en première ligue avec des actifs et que tu peux le vendre pour plus d'1 milliard, tu vas peut-être pas refuser cette histoire. Donc, non, Sunderland, c'est une des vraies belles sensations et curieux de les voir en Europa League avec quel effectif. Mais ouais, il y a des joueurs qui. Moi, la saison d'Enzo Lefebvre, cette deuxième partie de saison, les matchs que j'ai vus, c'est fort. Enfin, moi, je trouve que après Rennes et la Roma, je dis pas que ce garçon était perdu, mais à un moment donné, je me disais, lui, un jour ou l'autre, il va arriver en équipe de France. Et quelques mois après, j'étais tellement, tellement loin de ça. Et finalement, là, petit à petit, il fait des matchs où je me dis, tiens, c'est un profil un peu différent. Pourquoi pas l'an prochain récupérer ça également, quoi. Tu penses quoi de Saïd El-Mala à Brighton? Ça fait partie des noms. L'ailier allemand de Cologne qui a fait une très très belle saison en Bundes, qui est malheureusement pas appelé par Nagelsmann. Mais je t'avoue que ça correspond bien au type de joueurs qui font venir pour 30-35 millions et qui après ils peuvent revendre très cher. Ouais, le bon vieux Dan Ballard qui était absent, qui a fait une très belle saison. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de héros de l'ombre dans cette équipe de Sunderland, même Gisolfi, le directeur sportif, passé par Lens, par Nice, par la Roma. Là, il a trouvé un projet où il s'est sublimé, quoi. Isidore qui vient en 9 titus dans un top club de Ligue 1, j'ai la vision. En vrai, c'est un bon profil Isidore, parce qu'il peut garder les ballons, il peut jouer en profondeur, avoir la Coupe du Monde qu'il va faire avec Haïti. Mais je te rejoins, je pense que ça pourrait être, pourquoi pas, une possibilité pour les clubs de Ligue 1. Ce qui est bien, depuis tout à l'heure, on leur envoie du Matistel, on leur envoie du Disasi, on leur envoie ça. Donc, à bout d'un moment, ils n'ont peut-être pas les fonds pour attirer tout ce beau monde. Mais c'est vrai que si tu es objectif, tu dis que tu as des bonnes pioches à faire. Après, c'est des salaires, je répète, très conséquents. Et il y a des clubs de Ligue 1 qui ne peuvent pas assumer. Bournemouth aurait peut-être pu être en Ligue des Champions. Il y avait une possibilité de 6ème place si Aston Villa terminait 5ème et non les Villans avec encore quelques coups dans le pif et un taux d'alcoolémie largement supérieur à ce qui est autorisé ont quand même gagné à City avec un but de Ollie Watkins. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le but de Watkins qui enrhume John Stones pour son dernier match à City, exceptionnel. Vraiment Watkins, pareil, lui aussi le rebond et comment Unai Emery lui a redonné confiance. J'aime beaucoup cette trajectoire. Et non, c'est fort ça, c'est très très fort. Et on a du coup, on a quand même des belles équipes, hein. Arsenal, City, United, Villa, Liverpool en LDC. Bournemouth aurait été fou, mais ce que j'ai dit comme tout à l'heure, je trouve ça bien aussi d'y aller étape par étape. Après, je peux comprendre que
la fenêtre d'ouverture Ligue des Champions. Peut-être qu'elle ne se représentera pas, peut-être que tu devras attendre 5-10 ans, peut-être jamais. Donc les joueurs peuvent être déçus. Mais Bournemouth, c'est 18 matchs invaincus sur la deuxième partie de saison. C'est quand même une équipe qui a largement mérité de disputer une Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Maintenant, ils vont perdre Iraola, donc ça c'est dur. Ils vont se faire attaquer sur quelques joueurs. Je pense à, évidemment, Elie Junior Kroupi. Attention aux enchères pour Kroupi. Je me dis qu'on peut peut-être atteindre certaines sommes, mais tu te dis, c'est aussi le truc avec Kroupi de bloquer des concurrents, de venir le récupérer. Ça peut être aussi comme ça le jeu du mercato. Ça parle du Barça, ça parle du PSG, ça parle de Arsenal. À mon avis, ça va aller assez vite pour lui. Il y a aussi évidemment Ryan, l'ailier brésilien, selon la Coupe du Monde qu'il peut produire. C'est Messi qui est en fin de contrat, qui va intéresser beaucoup de monde. Par exemple, je sais que Manchester United a besoin de défenseurs centraux en plus pour la double compétition l'an prochain. C'est Messi, ça se prend pour moi. On a aussi le petit milieu de terrain Alex Scott qui va faire, je crois, comment on appelle ça, le camp d'entraînement des Anglais. Il a été appelé en renfort avec Ngoumoua et ce bon vieux Nwaneri pour faire le nombre. Et Truffert, très belle saison. Moi, Truffert, je l'ai déjà dit, mais je pensais pas qu'il pouvait aller aussi haut, aussi loin, qu'il pouvait avoir un tel déclic. Je trouvais sa dernière saison assez moyenne à Rennes. Et là, pour le coup, on est sur un des tout meilleurs latéraux gauche de Première Ligue. Est-ce qu'ils peuvent viser plus haut? Oui, je pense que très clairement. Après, il y en a certains qui sont en train de se dire attention, parce que Bournemouth, c'est peut-être l'Atalanta, entre guillemets, de Première Ligue, parce que on a vu des joueurs être extrêmement performants à Bournemouth, Zabarni, Kerkez, Huysen. Tu les sors de ce cocon, c'est pas l'éclat total. Après, il y a des contre-exemples, comme toujours, comme Semenyo, tu vois, qui a fait aussi une belle deuxième partie de saison. Donc, Truffert, est-ce que c'est vraiment le schéma simpliste? Tu le prends d'une équipe A, tu l'envoies dans une équipe B, et ça se place pareil. Donc, faut être vigilant là-dessus. Mais tu sais que, pour le coup, à ce poste-là de latéral gauche, il n'y a pas non plus une profusion de joueurs. Donc, pourquoi pas avoir une belle ascension? Et j'insiste également, équipe de France. Hein, si avec l'équipe de France, ça va vite pour lui, pourquoi pas aussi rejoindre un vrai bon top club. Tout à l'heure, on a commencé à le dire, mais la déception, quand même, je suis obligé de parler de ça, mais Chelsea 10e, Chelsea qui perd la finale de FA Cup, Chelsea mineur 8e de finale de Ligue des Champions, qui s'incline en demi-finale de Carabao Cup, et Chelsea ne sera pas européen. Après, en vrai, je trouve ça un mal pour un bien, parce que du coup, Xabi Alonso, il n'aura pas un effectif entre guillemets étoffé où tu devras être sur plusieurs tableaux, où tu auras pas mal de matchs européens la semaine. Là, au moins, tu devras faire que du championnat des coupes. Et peut-être que Chelsea va arrêter d'avoir un banc où tu vois une équipe réserve étoffée. Là, ce serait bien de resserrer le groupe de 30 joueurs à 23 max. Je pense que ce serait idéal pour Chelsea de beaucoup moins aller sur des profils de jeunes et se concentrer sur une structure d'équipe cohérente. Il faut dégraisser. Pour moi, Chelsea a besoin impérativement d'un nouveau gardien. Sanchez, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, ok, mais sur la fiabilité, j'y crois pas. Défense centrale, impératif. Colwill est de retour après sa blessure au croisé. Lui, ça a été un absent de poids. Mais Fofana, encore expulsé. C'est quand même assez dur les dernières semaines de Fofana. Faut recruter au poste d'ailier. Pedro Neto est trop irrégulier pour moi. Au milieu de terrain, on va avoir le départ d'Enzo, donc je pense qu'ils vont prendre quelqu'un. Et latéral gauche, il faut aussi un mec capable, je dis pas de concurrencer Cucurella, mais Cucurella était un peu en roue libre. Après, Cucurella va retrouver Xabi Alonso, donc peut-être qu'il sera heureux. Mais faut avoir, tu vois, quelques petits changements. Ouais, c'est vrai que pour le gardien, il y a Penders de Strasbourg, qui va évidemment faire cette machine-là. Et Enzo Fernandez qui part, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. On parlait de Strasbourg, il y a Barco qui va débarquer. Donc, tu vois, ça pourrait aussi avoir un impact sur ce truc. Non, ils ont une belle base. C'est pour ça, Chelsea, moi, sous Xabi Alonso, j'y crois. Ils vont pas partir de nulle part. Très clairement, ils n'ont pas tout à reconstruire. Ils ont quand même certains joueurs d'un vrai gros calibre. Je pense à un Caicedo, je pense à un Palmer, je pense à un Joao Pedro, je pense à Colwill, Cucurella s'il se réveille. Il faut pouvoir accompagner ça. Et comme je te dis, saison sans Coupe d'Europe, tu vas peut-être avoir un peu plus de temps pour peaufiner le Xavi Ball. C'est ça qui va être intéressant pour les Blues. Ouais, Enzo Fernandez, ça parle de City ou du Real. À voir si ça peut aller au bout, cette
Petite histoire, on va terminer là-dessus en Première Ligue. On va peut-être aussi dire, évidemment, un mot de Liga où on a eu le verdict. Du coup, pour ceux qui veulent tout savoir, en Liga, on a donc en Ligue des Champions Barça, Real, Villarreal, Atlético et le Real Betis. En Europa League, on a le Celta qui termine 6e et la Real Sociedad qui termine 10e. Et on a le chef-d'œuvre, évidemment, le chef-d'œuvre absolu. Ça, c'est quand même génial. Getafe, qui est... Oh, j'ai oublié, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses en Première Ligue. Avant d'évoquer justement ce point-là, ce 7e de Liga, bravo à Bruno Fernandes qui tape un record historique, qui bat le record de 20 passes D de Henry et de Bruyne, en étant le meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue sur une saison, avec 21 assists, encore un bonbon donné à Patrick Dorgu, il marque lui-même. Alors, c'est toujours drôle parce qu'il y en a qui vont tenter de minimiser ce record-là, parce que j'ai vu des gens dire oui, mais c'est beaucoup de corner, de coups francs. Bon, déjà, il faut bien les taper, mais sinon, faut pas avoir regardé les matchs de United pour faire ce genre de take, parce que Bruno, cette saison, dans le jeu, il a eu un nombre d'inspirations, il a eu un nombre de gestes, de passes, de virtuosité, où je trouve que vraiment il a porté cette équipe, il a été le symbole. En plus, lui-même, il avait un rôle un peu ingrat avec le fameux double pivot de Ruben Amorim. Là, en 10, c'est naturel, ça fonctionne bien, et on peut voir que ça permet à United de retrouver avec des champions et d'obtenir ce titre, même si c'est honorifique, prestigieux. Je n'aurais quand même pas mis lui en meilleur joueur de PL. Là, pour moi, il y a débat. Je peux comprendre ceux qui sont Team Rice, ceux qui sont Team Bruno, mais j'avoue que Declan Rice, il a quand même eu ce truc d'être le joueur emblématique d'un Arsenal qui est de nouveau champion. Donc, l'avis, tu vois, je me dis, pourquoi pas. Après, Bruno a quand même été à un niveau dingue. Et certaines années, tu avais des gars comme Ginola qui ont été élus meilleurs joueurs de Première Ligue, alors que je crois qu'à l'époque, ça avait terminé 5e. Donc des fois, c'est pas forcément acquis qu'on va le donner à le joueur d'une équipe championne. Mais que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, c'est pas un scandale. C'est pas, tu vois, un vol, un truc historique. Ça dépend, je pense, des sensibilités de certains. Bruno a plus de talent que Rice. Franchement, les gars, Rice, respectez un petit peu. Je dis pas que c'est Xavi, c'est Iniesta et tout, mais le profil du joueur, le gars qui a ces caractéristiques athlétiques et qui aussi dans le jeu te fait tellement de choses, et j'insiste, il peut aussi aller plus loin, plus haut avec sa qualité de frappe de balle, mais Rice est un joueur vraiment avec une palette remarquable. Donc on peut pas le réduire à un joueur juste avec peut-être moins de finesse, de technique. Non, il en envoie également. C'est bon, l'intermède United est terminé. Et d'ailleurs, évidemment, Carrick a prolongé, très content, ça va être une belle chose. Est-ce qu'ils peuvent aller loin LDC ? En vrai, il faut qu'ils fassent les bons choix au mercato. Pour moi, c'est pas grand-chose. C'est étoffer la défense avec un latéral supplémentaire et surtout en défense centrale. Un milieu de terrain en plus avec le départ de Casemiro, voire deux. On parle d'Ederson, de l'Atalanta qui arriverait. Moi, j'avoue que Elliot Anderson serait quand même le joueur qui pourrait changer un peu le visage de cette équipe. Et devant, voilà, il faut peut-être donner un peu plus de profondeur de banc avec un ailier, pourquoi pas un autre neuf comme Zirkzee va partir. Mais tu pars pas de zéro, encore une fois, avec cette équipe. Newcastle, 3 petits points d'interrogation. Après, les gars, je vous avoue que je vais peut-être pas faire toutes les équipes parce que sinon, le débrief il va durer un paquet de temps. Newcastle qui termine 12e, qui perd contre Fulham. J'ai vu très beau but de Tom Kearney. Il y en aura, de toute façon, il y aura aussi bientôt comment dire, on va sortir le truc de vos prédictions européennes et là on pourra s'amuser. On va revenir donc à la Liga. La Liga, on a parlé de ce 6e Celta Vigo, le 7e Getafe, et oui, Bordalas l'a encore fait, qualifier les bandits de la banlieue madrilène en Coupe d'Europe, et des statistiques qui, moi, personnellement, me donnent des frissons. Getafe est européen avec 32 buts inscrits. Getafe est européen avec 15 victoires, 17 défaites, plus de défaites que de succès. Et Getafe est la 19e attaque, deuxième pire attaque de Liga à aller en Coupe d'Europe.
Ouais, vraiment, c'est fort. Alors, certains vont parler justement de Arambol, de bus, de 4-4-2 régular, vraiment d'un jeu agressif et tout. Mais mettre cette équipe en Europe, même si la Liga était assez particulière cette saison avec un regroupement de pas mal d'équipes, moi j'avoue, je dis pas que j'applaudis, mais quand même chapeau parce que Soria, Niom, le bon va aller à Niom, Akbar en défense, Duarte, Romero, Iglesias, Lizo Arambari, Milla, Martin Vasquez, Tassatriano également, Boria Majoral qui est toujours là. C'est quoi ça, si tu me dis que c'est une équipe de Liga Adelante, c'est une équipe de Coupe du Roi, le petit poussé qui reçoit le Barça ou le Real, je te crois. Hein, sincèrement, ça fait pas rêver. Et pourtant, il l'a fait. Et bravo à Bordalas pour ça, parce que ça reste un accomplissement. Après, lui-même, il l'a dit. Il pourrait quitter Retafe parce qu'au niveau des moyens, à chaque fois, c'est ric-rac. Et il doit faire ça avec 3 bouts de bois. Et tu dis, oui, peut-être que si tu mets une équipe avec plus de moyens, plus de joueurs réputé, peut-être qu'on sortira d'un jeu préhistorique, mais c'est vrai que moins d'un but inscrit par match et tu te retrouves en Coupe d'Europe, je salue la prouesse parce que pour moi, c'est quand même assez costaud de la part du bon Bordalas. Mais ce qui nous intéressait aussi en Liga, c'est bien sûr le verdict en bas. Et du coup, on a quand même Oviedo, c'était sûr. Gérone, qui était en Ligue des Champions il y a 2 ans. Là aussi, le projet a très très mal tourné. Pourtant, il y a des joueurs comme Unai qui a fait une belle saison. Mais ouais, malheureusement, tu payes cette Liga qui était assez dense. Hein. Du 10e au 19e, il n'y a que 5 points d'écart. Ça pouvait aller très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Gérone qui tombe, avec quelques joueurs quand même bien connus. Après, il y avait une finale. Hein. Si Gérone tapait Elche, il les envoyait en D2 espagnol. Tsigankov toujours là, Brian Gil, Alcel Witzel, Victor Reich, Gazzaniga également. On a du Thomas Lemar, du Christian Stuani. Stuani, il a 40 piges, non? 39. Il est toujours là, le tonton. Donny Van de Beek qui est resté sur le banc, tu vois. T'as des joueurs vraiment en bout de course. Claudio Echeverri, hein, qui est prêté par City aussi. Donc, je vous avoue que Gérone, c'est quelque chose de particulier de les voir tomber comme ça 2 ans après leur saison incroyable. Votre MVP, vous l'avez décidé, c'est Bruno Fernandes à 69%, Declan Rice 31%. Donc, vous êtes de la team record passe D, donc joueur impactant dans le jeu, et ça se félicite. Mallorca également, hein, qui tombe alors qu'ils avaient battu le Real il y a quelques semaines, et il tombe alors que le pirate Muriqi a marqué encore une fois, deuxième meilleur buteur de Liga. Et là, ouais, je me dis qu'un Muriqi, ça peut aller se sauver. Pablo Maffeo également. T'as Asano, l'international japonais. Mais Muriqui, qui en est du coup à combien de buts exactement? Alors, il a 32 ans, mais dans la rotation d'un top club, je dis pourquoi pas. 36 matchs, 23 buts. Ouais, ça sent quand même le bon buteur de Liga. Ça, je suis curieux de voir qui va le récupérer, parce que ça fait. En vrai, tu parles de Muriqui au Real. Pour moi, c'est un peu comme Rossellou. Le 9 en doublure, c'est pas déconnant comme idée. Je te le dis, je vois où tu veux en venir. Mais la belle histoire pour nous, évidemment, c'est les Vantés. Les Vantés qui perd contre le Betis, mais qui va quand même se sauver après une deuxième partie de saison XXL remarquable. C'est très fort, hein, ce qu'a fait Luis Castro, débarqué de Nantes à l'hiver dernier, et qui va obtenir les points qui comptent pour sauver les Vantés. Les Vantés qui étaient à 2 victoires en 16 matchs. Ça part de très loin. 9 victoires en 22 matchs, 5 nuls, 8 défaites, 32 points. 32 points, c'est quand même un beau bilan pour cette équipe. Et ouais, c'est vrai que là, t'es sur 3 succès de suite contre des concurrents directs parfois. Hein. Osasuna, Mallorca également. T'as battu Séville, t'as battu Retafe. T'es allé gagner à Séville pour le premier match de l'Air Castro. Alors oui, t'as eu ces 4 défaites de suite, mais Castro, ça fait partie des coachs. Il faut lui laisser du temps pour mettre la main, la patte sur son équipe, parce que même à Dunkerque, ça avait mal commencé. Et finalement, derrière, on lui avait laissé un peu plus de latitude pour, tu vois, sauver un peu les meubles. Et ouais, Espi, en très très grande forme, Carlos Espi, 20 ans, un des joueurs à suivre, je pense, qui a marqué énormément, qui a marqué un doublé contre Oviedo, contre Retafe, contre Villarreal, contre Mallorca, Betis. Si Levante s'est sauvé, t'as eu Atae Young, t'as eu quelques joueurs, mais lui, très clairement, il a eu sa pierre
à l'édifice. Et non, ravi pour ce coach qui a été jeté comme un malpropre de Nantes et qui prouve que tu vois, tu peux quand même avoir une reconnaissance. Et cette fameuse déclaration de Kita, c'est lui le responsable. En plus, il va faire couler, il va faire descendre 2 clubs dans la même saison. Et non, Palpatine Kita s'est trompé. Et Luis Castro, lui, sera bien en première division l'an prochain. Et c'est une vraie belle satisfaction. Ouais, même Matthew Ryan, hein, ancien gardien australien de Lens, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est le petit truc qui m'a fait sourire personnellement. J'étais content pour lui. Ouais, il y a des équipes qui sont pas passées dans la correctionnelle, hein, comme Osasuna, Séville, ça a été chaud un moment, Alaves, Elche, Mallorca, ils ont d'ailleurs une meilleure différence de but que les Vantés, mais là-dessus, ça se joue pas sur la différence de but, mais c'est la confrontation, voilà, en face-to-face, et les Vantés étaient meilleurs que Mallorca. Donc, ouais, ça pour le coup, on va voir. N'associez pas ce gars au FC Nantes. Aïe, aïe, je vois que Ninor sort les termes. Un petit mot aussi, bon, peut-être que c'était pas le match avec le plus de suspense, mais ça termine quand même sur une petite DFB Pokal pour le Bayern, un triplé d'Harry Kane, Kane qui a 66 buts, toutes compétitions confondues. C'est fort. 19e avec 41 points, c'est déjà arrivé ça. Je sais que Monaco, ils descendent au début des années 2010 avec, de mémoire, 42 points. Donc ouais, t'as déjà des relégués avec des gros totaux de points. Ça, on peut le dire. Ouais, Kane, petit triplé, finale à l'Olympia Stadion de Berlin. Et je crois qu'il en a 66 buts, toutes compétitions confondues. Là, évidemment, avec ce qui peut se jouer, ça peut être le Ballon d'Or. Si l'Angleterre fait un gros parcours et tout, pourquoi pas, mais toujours aussi impressionnant, un des meilleurs nœuds de sa génération, il sait tout faire. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'apothéose de sa saison, avec une coupe qui fait plaisir. J'aime beaucoup d'ailleurs le design de la DFB Pokal. Et ouais, un triplé, il est quand même assez chaud. Puis bon, on avait déjà commencé à l'évoquer, mais bon, l'histoire de cette fin de saison, et même pourquoi pas de ces derniers mois, c'est le SCU Torrense, club de deuxième division au Portugal, qui a remporté face au Sporting 2-1 après prolongation la finale à Coupe du Portugal, qualification directe pour la phase de Ligue de l'Europa League. Ils ont un barrage au retour contre Casapia jeudi, il y a eu 0-0 à l'aller. L'ancien Strasbourgeois Kevin Zoe avait ouvert le score, Stopira, l'international capverdien, qui avait donné l'avantage et donc la victoire dans la prolongation. Mais tu es obligé d'avoir la banane en voyant ce genre de petits trucs. Enfin, tu auras un invité giga surprise l'an prochain en Europa League. Et ouais, certains disent attention, l'indice UEFA, tout ça, on va voir, hein, ça peut avoir un impact, ou si une équipe comme ça peut quand même aller chercher ses petites victoires, quoi. Ouais, s'ils perdent contre Casapia, quoi qu'il arrive, en deuxième division, ils seront quand même en Europa League. Et ça, c'est assez fabuleux. Les amis, je vais m'arrêter là-dessus. Merci à vous tous de m'avoir suivi, c'était très sympathique. Je pense qu'on va faire très bientôt le tribunal des prédictions Europe que vous m'avez envoyé sur Twitter. On va sortir ça peut-être demain dans la journée, mardi, je ne sais pas encore. Donc rendez-vous ici et comme toujours sur YouTube en replay n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Donc on va se régaler. Ouais, Laval-Rouen, j'ai vu que Laval s'était maintenu. Rouen qui prend un carton rouge à la 15e pour une semelle assez moche, donc logique. Il y a hors-jeu demain 18h, pas en plateau mais en remote, en visio. Et puis nous on se dit à très vite. Également en podcast, je salue les auditeurs audio du COP de Scipion. Et puis passez une bonne fin de dimanche et on se dit à très vite les boss. Salut à tous.